la hiérarchie, et ancien deuxième classe que j'étais à la fin de la guerre d'Algérie, je suis un peu gêné de prendre la parole avant l'amiral Jean Dufour. Donc, bon, c'était pour gagner un peu de temps, parce que j'ai rien préparé de structuré, mais je vais quand même intervenir sur la situation à Kidal, une nouvelle situation qui prévaut depuis, de mon point de vue, depuis la mi-septembre 2013. Mi-septembre 2013, je pense qu'il y a un tournant assez significatif. On peut dire que depuis l'intervention Serval, le MNLA administrait, pas simplement Kidal, mais administrait l'ensemble de l'Adar des Iforas. Et ce, jusqu'à, encore une fois, mi-septembre. Qu'est-ce qui se passe mi-septembre? Une initiative politique est prise par le président de la République de créer les conditions d'une réunion de pré-négociation dans laquelle siégeaient deux responsables du MNLA, plus particulièrement Ibrahim Mohamed Saleh, qui était le responsable des relations extérieures, et le second, je crois, sous réserve de vérification, qui était Mohamed Aguintalla. Les deux faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Cette présence dans cette réunion a été formellement désavouée par les responsables du MNLA et plus particulièrement par son secrétaire général. Je poursuis là-dessus en montrant un peu la dérive, puisque par la suite, Ibrahim Mohamed Saleh, qui lui était à Ouagadougou, s'est vu, pour des raisons d'ordre politique et de non-respect de l'orientation définie par les militaires, cette fois-ci, du MNLA, j'y reviendrai là-dessus, a été exclu de ce mouvement. C'est important à mentionner parce qu'on voit bien que à partir de ce moment-là, il y a l'apparition de divisions importantes au sein de ce même mouvement national de libération de l'Azawad. C'est dans ce contexte que les leaders décident de fusionner, donc de dissoudre à la fois le MNLA, le mouvement arabe de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, et de créer une organisation civile, j'insiste sur cet aspect civil, unique. C'est ce qui est actuellement en œuvre. Les conséquences de cette décision politique ne se font sentir immédiatement, puisque la tendance la plus radicale, la plus irrédentiste, incarnée par les jeunes du MNLA, condamne cette dérive, l'ont condamné explicitement, au point d'organiser le 1er novembre à Kidal une manifestation de femmes et d'enfants. Habituellement, les manifestations de Kidal, à ma connaissance, ont toujours été animées par les femmes et les enfants, ce qui a une signification politique. Je ferai une relation directe qui nécessite quand même à être confirmée. Je pense qu'il y a une relation forte entre les jeunes et la tendance militaire du MNLA. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ceux que l'on voit, c'est-à-dire le secrétaire général, Bilal Al-Sherif, les représentants, les porte-paroles, etc., leur fonction est de procéder à un habillage politique, j'insiste sur cet aspect, un habillage politique qui est celui des décisions prises par la tendance militaire dont on ne parle pas. Je constate qu'à chaque fois qu'il y a une avancée dans les négociations, où ça peut déboucher sur quelque chose qui irait dans le sens d'une sortie de crise, 8-10 jours après, il y a remise en cause de cette position. En conséquence, comme très souvent dans ce genre de rébellion, c'est la tendance militaire qui emporte les choses. Ensuite, le deuxième aspect qui me paraît important, c'est que le MNLA n'a pas siégé au sein des États généraux de la décentralisation, puisqu'il récuse le recours à la notion de décentralisation. Il persiste à penser qu'il faut aller dans le sens d'une autonomie, et que je rappelle quand même que le porte-parole du MNLA en Europe a dit, il y a 3 ou 4 mois, c'est l'autonomie, si vous ne nous donnez pas l'autonomie, on reprend les armes. Premièrement. Deuxièmement, ils ont refusé aussi de siéger au sein des assises nationales du Nord, ce qui est politiquement significatif. C'est dans ce contexte-là, après avoir boycotté les assises nationales du Nord, qu'ils sont maintenant en faveur d'une négociation à travers cette fusion des 3 mouvements que je viens de parler. En conséquence de quoi ils apparaissent un peu comme étant les seuls interlocuteurs pour résoudre les problèmes du septentrion. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Or,
encore une fois, sauf erreur de ma part, le MNLA, même s'il est constitué de 200, 300, 400 ou 500 personnes, est quand même ultra minoritaire par rapport aux sociétés Touareg. L'immense majorité du peuple Touareg n'est pas d'accord à désapprouver et condamner les objectifs et les méthodes utilisées par le MNLA. J'en veux pour preuve la création de la plateforme qui a été initiée par l'ancien Premier ministre M. Mohamed Agamani, Kalantassar, en association avec le député de Ménaka. On pourrait y revenir avec Ménaka parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé hier qui est assez significatif aussi, donc de cette plateforme. Bajan étant le député de Ménaka, mais en même temps aussi le chef de cette grande confédération Touareg des Éoulimidun. Les autres grandes chefferies Touareg n'approuvent pas les méthodes du MNLA. Maintenant, un mot quand même par rapport aux Arabes, ce qui est intéressant dans l'intervention du mouvement arabe de l'Azawad, ce qui ne se dit pas, mais les mouvements arabes de l'Azawad défendent l'Azawad arabe. Ils ne défendent pas l'Azawad tel que le MNLA veut la faire. Pour le MNLA, l'Azawad, c'est l'ensemble du septentrion malien, alors que le mouvement arabe de l'Azawad, c'est la partie comprise pour eux entre Tombouctou et Arawan. Ça veut dire qu'à un moment donné, les contradictions entre ces deux mouvements vont apparaître et que pour le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, c'est une manière aussi d'affirmer une forme d'ethno-territorialité qui est la leur et qui à un moment donné s'opposera, ça s'est déjà fait dans le passé, mais ça se fera aussi dans les jours suivants. Donc maintenant, après avoir fait cette approche historique, quelques idées, parce que c'est plus des idées qu'autre chose, un renforcement de type militaire quantitatif qui consisterait à dire il faut faire venir, je crois, ces 5000 soldats de la MINUSMA, etc., et puis maintenir le contingent de Serval à travers la nouvelle opération Hydre. Le problème ne se pose pas en termes quantitatifs, même si c'est un aspect important. Je pense que la lutte contre l'éradication, si ça veut dire quelque chose, de cette nébuleuse djihadiste, ne peut pas, j'insiste sur le fait, ne peut pas se faire sans une participation quotidienne des populations concernées. Et là, ça me permet de faire l'articulation avec cette proposition. Toutes les villes, bon, je ne parlerai pas du Mali du Sud que je ne connais pas très bien, mais en tout cas, l'organisation des villes, elle passe par une organisation en quartier. Et cette organisation à quartier, elle implique des chefs de quartier. Donc il y a déjà une organisation au niveau local sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ces organisations locales nous demandent aussi qu'à intervenir. Reste maintenant le problème de la volonté politique de mettre en œuvre ce type d'organisation en quartier. Il y a un autre aspect qui est très, très traditionnel, mais qui a aussi un contenu politique qu'on pourrait institutionnaliser, c'est donner davantage d'importance à ce qu'on appelle les grains. Les grains, c'est intéressant parce que c'est à la fois une vie de quartier, une vie amicale, et dont, au sein desquels se traitent les problèmes politiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas engager des processus qui conduiraient à une sortie de crise si on ne crée pas les conditions de la combinaison, de l'articulation avec une analyse géopolitique qui s'appuie sur des données d'anthropologie politique locale, sur le problème des pouvoirs locaux qui jusqu'à présent n'ont pas été suffisamment utilisés à la fin de l'élaboration, de construction d'une société civile laïque. Parce qu'il existe, et plus particulièrement dans les grandes villes, une société civile à caractère religieux. Et donc, dans ces conditions, je pense que, encore une fois, il y a possibilité de s'appuyer, à condition d'en avoir la volonté politique, de s'appuyer sur les pouvoirs locaux, quels qu'ils soient, y compris dans leur multiplicité. Et ce n'est pas uniquement les chefs de quartier, c'est aussi les figures du pouvoir locaux qui n'appartiennent pas nécessairement aux chefferies ou avec une aura religieuse, etc. On le voit bien, il y a émergence de nouvelles figures du pouvoir qui peuvent être constitutives à terme le terme est un petit peu fort, mais constitutif d'une élite politique locale avec laquelle il faudra faire, y compris dans le cadre du développement. Je crois que si le développement n'est pas pensé avec les particularités culturelles du développement, quelque part,
sera l'application d'un modèle imposé de l'extérieur qui ne permettrait pas de créer des dynamiques sociales et politiques spécifiques aux objectifs du développement. Alors pour le moment on parle de développement comme étant une entité comme ça en soi, mais au niveau des réalisations et de l'élaboration des projets de développement, si on ne prend pas en compte les dynamiques politiques et économiques spécifiques à ces sociétés-là, quelque part le modèle qui a fait ses preuves en termes d'échecs apporté de l'extérieur ne débouchera sur pas grand-chose. J'en aurais terminé sur justement ces aspects un peu particuliers en ce qui concerne le septentrion malien. Alors, bon, c'est un peu aussi, comment dire, c'est mon application personnelle, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur des sociétés pastorales en zone saharienne. Si on ne prend pas en compte les spécificités de la production pastorale, de l'économie pastorale, du foncier pastoral et de la manière dont ces sociétés mobiles et flexibles gèrent les frontières, parce que ça se pose dans ces termes. Quelle nouvelle modalité de gestion des frontières dans une approche géopolitique? Quand même, le Mali, sauf erreur de ma part, est frontalier à 7 États. On voit bien qu'il occupe une position géostratégique et qu'en conséquence, est-ce qu'il faut passer par des accords bilatéraux qui ne prendraient pas en compte les réalités locales et régionales? Si c'était ça, on retomberait sur la création de ce qui a été fait autrefois avec le CEMOD, qui a été une coquille vide remarquable. Donc se pose le problème suivant, y compris dans le cadre de l'application d'une décentralisation poussée. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire pousser, donc j'ai tendance un peu à dire une décentralisation pousse-pousse. Et si on ne prend pas en compte justement les pouvoirs locaux articulés au pouvoir étatique, il y a de fortes chances qu'on retourne dans la même situation que par le passé. Merci bien. Merci bien. Notre vérité. Comme dit Amadou Ampateba, vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, et il y a la vérité. Alors pourquoi on pose autant de questions sur le MNLA et on ne donne pas la parole au MNLA? Ici, à votre table, pour répondre au ministre par exemple, parce que nous sommes en belligérance avec le gouvernement du Mali. Si vous voulez entendre les multiples voix, il faut donner la parole aux gens. Et dans l'exclusion à la parole des uns et des autres, malheureusement, c'est comme ça qu'arrivent des gens qui vont s'exprimer autrement. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et quand André Bourgeot, bon, moi je ne vais pas vous trotter plus que ce que je vous ai dit sur France 24. Vous faites l'avocat du gouvernement du Mali, un autre vous appellera. Mais c'est votre droit. Mais en tout cas, la réalité, les faits sont tels qu'ils sont. Et telles que les choses sont, d'après Ibrahim Boubacar Keïta, les frustrations de nos frères Touaregs. Mais ça ne se limite pas là. Ce n'est pas parce que nous sommes frustrés que nous allons prendre les armes. Non. Il y a un vrai problème politique pour lequel il faut trouver des vraies solutions politiques sur le fond, et nous allons vivre dans un Mali un et indivisible, ou pas? Parce que si moi je ne fais pas partie de votre Mali un et indivisible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer. Si vous me tuez, vous allez tuer ma fille, vous allez tuer mon fils. Malheureusement, c'est comme ça qu'arrivent les conflits. Alors maintenant, nous avons la volonté, vous avez souligné, André Bourgeot, ma présence ici. J'ai toujours été présent. Toujours, à chaque fois qu'on me fait appel, j'ai été présent. Et je n'ai pas été exclu du MNLA. Il n'y a pas eu de congrès à Khalil. Il y a eu un congrès début janvier 2013 à Tinzawaten, et on m'a confié la mission de l'Europe, et je suis depuis quelques jours à nouveau chargé de communication dans une commission chargée de communication. Et ça, ce n'est pas ça qui est important. Posons le problème sur le conflit entre des personnes, qui sont minoritaires ou pas, et la République. Et vous avez ici souligné les problèmes de fond. Et moi, je dirais aussi que
exclusion, division ethnique. Vous avez souligné qu'il y a deux Ziforas. Mais malheureusement, c'est pas vrai. On m'a posé une question, je n'ai pas eu droit à la parole, on a posé beaucoup de questions sur le MNA. S'il vous plaît, c'est une demande que je vous fais. Laissez-moi juste un peu plus de temps. Ici, il n'y a pas d'Iforas dans cette salle. Comme vous le dites, que vous pensez connaître tout le monde. Non, vous ne pouvez pas nous connaître plus que nous-mêmes. Ici, il y a, puisque vous connaissez bien les ethnies de l'Azawad, ici, il y a un Kelrezaf, il y a un Shamnamas, il y a un Ibnan, il y a d'autres qui sont dans la salle peut-être, de l'Azawad qui ne se sont pas exprimés. Et le MNLA, il y a des Songhai, des Peuls, des Arabes, des Tamashek, comme dans toute la société de l'Azawad. Et ensuite, les états généraux de la décentralisation, monsieur le ministre. Les assises nationales du Nord. Les élections législatives. Nous avons été exclus de cela. Alors que le vrai problème, s'il vous plaît, alors que le vrai problème se pose entre ceux qui se sont révoltés et l'État. Trouvons une solution pour que les deux se parlent. Et les élections législatives, les assises nationales du Nord et les états généraux n'ont pas été prévus dans l'accord de Ouagadougou. Donc nous nous sentons exclus de cela. Merci. Ensuite, je termine pour répondre à votre phrase. Juste, s'il vous plaît, il n'y a pas eu de fusion entre les trois mouvements, il y a eu une coordination. Les trois mouvements existent et il y a une coordination avec une plateforme commune, avec une commission de négociation pour participer pour parler de paix inclusive au Mali. Et la dernière chose que je vais souligner, s'il vous plaît, c'est que très bien. Nous n'avons pas renoncé à l'autonomie. Pourquoi nous allons renoncer à l'autonomie? Contrepartie de quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation qui a montré ses limites? Et qu'est-ce que ça veut dire le non-respect des accords qui ont été signés? Quand on signe des accords, on les respecte. Et ça, c'est entre nous et le Mali. Et parlons des faits et non de la politique propagandiste. Merci beaucoup. Les faits, c'est le MNLA qui est à l'origine du chaos. Non, en 2003, il n'y avait pas de MNLA. Il y a eu des enlèvements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas dire n'importe quoi. S'il vous plaît. On est en train de... Le temps presse. Le temps presse. Il va mieux par rapport à il y a quelques mois. C'est déjà... C'est ça que ça veut dire. Hein? Maintenant, il y a des questions qui ne connaîtront des réponses durables que sur le temps et entre dialogue entre Maliens. C'est aux Maliens de résoudre le problème entre eux. Hein. Nous, on est là que pour permettre aux gens de s'exprimer et de s'écouter mutuellement. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Je crois que l'essentiel est ceci. L'essentiel, c'est d'abord de reconnaître tous que nous sommes des Africains. Nous sommes tous des Africains. Il y a des diversités, il y a des divergences d'intérêts, il y a des différences de vision. C'est tout cela qu'il s'agit de gérer. Et de gérer d'une manière qui permette de vivre ensemble durablement. Il n'y aura pas un destin pour les uns sans les autres. Notre destin, il est commun, il est collectif. Hein? Et nous n'avons qu'une seule maison, qui doit être une maison commune. Hein? Et la question, c'est comment on construit cette maison commune ensemble, en s'écoutant mutuellement et en dialoguant. La maison, ici, elle est ouverte à tout le monde. L'exclusion, ce n'est pas une solution à un problème, c'est une évidence. Mais en même temps, il faut aussi ne pas être dans l'auto-exclusion. Il faut aussi aller vers les autres. Aller vers les autres dans une dynamique de construction. L'Azawad, ou ce que vous réclamez comme autonomie, c'est votre point de vue. Après, il faut écouter aussi le point de vue des autres et essayer de construire quelque chose ensemble. Vous êtes malien, vous faites partie de cet espace-là. Que vous le souhaitiez ou pas, vous faites partie de ce lieu-là. Et c'est avec les autres que vous construirez l'avenir de vos enfants dont vous parliez. Et effectivement, quand nous parlons de problèmes politiques et autres, il faut chaque fois qu'on revienne à cette réalité-là, il s'agit des êtres humains. Nous parlons des êtres humains. Nous parlons de vie humaine. Et la sagesse, c'est comment on fait, et pour préserver les vies humaines, et pour faire en sorte que, au-delà de nos intérêts personnels ou de nos passions,
nos enfants puissent vivre dans des lieux vivables. Que ça ne soit pas l'enfer pour les uns ou les autres, que ça ne soit pas des guerres permanentes. C'est ça la question essentielle. Et cela, effectivement, passe par le dialogue franc. Il faut parler. Il y a parfois des problèmes de perception. On a parfois des perceptions les uns des autres qui sont parfois des perceptions justes ou fausses. Mais il faut parler de ces perceptions-là. Il y a le poids de l'histoire. Effectivement, il faut en parler. Mais l'essentiel étant qu'on ne doit pas rester prisonnier de l'histoire. Il s'agit de construire l'avenir. Et l'avenir, on ne va le construire qu'ensemble et dans le dialogue. Oui, merci, je serai très bref. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'apprécie beaucoup la présence de M. Moussa Saïd, mais ça n'empêche pas quand même de rectifier certaines choses. Dans les propos qu'il a tenus, on a l'impression que la Maison de l'Afrique lui a interdit la parole et l'a interdit de sa présence ici. Donc je tombe de haut, on ne vous a jamais interdit de venir. À chaque fois qu'il y a eu une réunion initiée par la Maison de l'Afrique, les portes, je dirais même pas les portes, le portail était ouvert à tout le monde. Et donc vous étiez toujours le bienvenu, comme vous l'êtes actuellement. Je voudrais quand même souligner la chose suivante. Dans les propos que vous avez tenus, qui sont des propos habituels, c'est que à longueur de temps, vous dites « nous sommes pour la négociation, nous sommes pour le dialogue, et à tout état de cause, on est pour ça, etc. » Mais à chaque fois que l'on veut dialoguer, vous tenez des positions irrédentistes qui empêchent le dialogue, qui empêchent d'aller dans le sens d'un compromis. Donc je me dis, c'est surtout de la déclaration d'intention non assortie de choses très concrètes. Exemple, très concrètement, vous avez boycotté les assises nationales du Nord, arguant du fait que ce n'était pas dans l'optique du 18 juin. Mais ça veut dire quoi, le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est d'avoir capacité à siéger autour de la même table avec d'autres groupes armés, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient. Eux aussi représentent une force politique, eux aussi représentent une force sociale. Donc je ne comprends pas pourquoi vous refusez de vous mettre autour de la table avec des milices d'autodéfense. Je ne vais pas me prononcer sur la nature de ces milices d'autodéfense, mais elles font partie du septentrion malien et de l'ensemble de l'État malien. Gandakoy et Gandaïzo, ils ont leur place. Les chefferies locales, ils ont leur place. Les figures de pouvoir locaux, ils ont leur place. Pourquoi, à chaque fois, vous faites un cas à part et vous voulez absolument négocier en tête-à-tête avec vous? Donc ça veut dire que quelque part, vous refusez l'existence concrète de cette zone qui est multi-ethnique et avec laquelle il faut dialoguer aussi. Troisième chose que je veux souligner, lorsque vous dites qu'il n'y a pas création d'une fusion, sauf erreur de ma part, ou alors on écrit n'importe quoi, il y a eu création, il y a 3 jours, du Front National de Libération de l'Azawad.